Bon, je pense que je vais pas être aussi drôle que les deux juste avant, parce que déjà, j'ai pas autant de répondants. Et en plus, j'ai plein de trucs à raconter, donc je vais essayer de faire assez court. Et donc, je suis là pour vous parler d'un projet sur lequel on a énormément bossé ces derniers mois chez OVH Cloud, notre nouveau nom, mais c'est la même boîte, on a changé de nom, c'est juste qu'il y a plein de gens, quand on met Cloud, ils se rendent compte qu'en fait, on fait bien d'autres choses que juste de l'hébergement web. Et manque de peau, aujourd'hui, je viens vous parler d'hébergement web. Je viens de vous parler d'un gros projet, c'est la migration de la moitié de nos comptes d'hébergement qui étaient situés à Paris. Donc, pour ceux qui ne seraient pas ici, et je pense que vous êtes peu nombreux, OVH, c'est pour on vous héberge. Parce qu'en réalité, l'hébergement web, c'est l'un des métiers historiques de OVH, avec les serveurs dédiés. Et on est un petit peu reconnu sur le marché, puisque selon les compteurs, on est le premier hébergeur européen. Et puis, il y a quelques gros chiffres un petit peu intéressants pour sortir le buzz. On a 6 millions de sites web. Ça représente en moyenne 60 gigabits seconde sur nos infrastructures de load balancing. Et là, je ne vous parle pas des DDoS, parce que ça ne compte pas. C'est vraiment 60 gigabits à traiter. En moyenne, 6 milliards de requêtes HTTP par jour. Ce chiffre-là, je ne suis pas allé le revérifier. C'est ce qu'on avait il y a un an ou deux. Et puis, ça, on a pu le revérifier avec la migration. En tout, on a quelque chose qui tourne un tout petit peu en dessous des 15 000 serveurs pour arriver à opérer tous ces sites web-là. Ce qui fait un plutôt bon ratio par rapport à 6 millions de sites web. Pour vous parler de la migration, il faut que je parle un petit peu de l'histoire interne d'OVH et surtout des hébergements web. Depuis 2003, on a un data center à Paris, dans le 19e arrondissement, qui s'appelle P19. Et jusqu'en 2016, on a livré nos nouveaux hébergements dans ce data center-là. Et puis en fait, arrivé à la fin de l'année 2015, on a commencé à recalculer, est-ce qu'on aura assez de place, est-ce qu'on va continuer à grandir là-bas. Et on s'est très rapidement rendu compte qu'on allait être confronté à deux soucis. Un, la croissance naturelle, plein de nouveaux comptes, mais aussi que le web change très régulièrement, surtout quand on prend 20 ans de recul. Si on revient en 99, souvenez-vous, le web, c'était quoi? C'était des pages en HTML, faites par les meilleurs d'entre nous en Vim ou en Emacs, mais il y avait aussi beaucoup de front page à l'époque. Très statique, du HTML. Pour les plus barbus, il y avait du CGI, on pouvait faire du C ou du Perl qui répondait directement à Apache. Mais quelque chose qui globalement rendait des pages déjà toutes faites, sans exécuter de code, et puis c'était extrêmement rapide. Et puis dans les années 2004-2005, il y a une nouvelle révolution qu'on appelle le Web 2.0, que le grand public connaît par Facebook, où en gros on fait plein de requêtes Ajax, ça stocke plein de choses dans des bases de données, et puis les sites deviennent vachement plus dynamiques. On a fait des forums de discussion à l'époque, c'est devenu des réseaux sociaux. On a fait des sites e-commerce, c'est devenu Amazon. Et bref, on a fait plein de choses où la page change en fonction de l'utilisateur. Quand vous allez sur votre panier, vous êtes bien content que ça soit votre panier et pas celui du petit copain à côté, et que ça soit quelque chose d'unique pour vous. Et donc, pour rendre une page, au lieu de juste balancer un HTML que vous avez stocké sur un serveur de fichiers, en fait, vous avez du code qui s'exécute pour arriver à avoir quelque chose. Puis il y a une troisième révolution qui est un peu moins technique, qu'on a un peu moins senti venir, mais qui a quand même eu un impact assez fort. Ce sont les smartphones. Parce qu'avant, pour aller sur Internet, il fallait avoir fini sa journée, aller sur l'ordinateur ou aller au boulot quand on avait un ordinateur. Début des années 2000, ce n'était pas forcément tout le monde. Et maintenant, on a tous un ordinateur dans la poche, voire parfois au poignet. En fait, on est sur Internet quasiment tout le temps. Et donc, l'usage des sites Internet a encore continué d'augmenter. Et puis, qui dit usage, dit de plus en plus de pages personnalisées, données stockées dans des bases de données. Et donc, on a dû, de notre côté, depuis 20 ans, augmenter les capacités qu'on fournit pour nos hébergements. Je vous parle de l'histoire des hébergements. Mais c'est quoi le vrai métier d'hébergeur? Alors, j'ai des sysadmins en face de moi, donc vous avez peut-être une petite idée. Basiquement, c'est répondre du HTTP. Pas 502, ça ne fait pas très bien quand on est hébergeur, mais c'est de résoudre des requêtes HTTP. Derrière, si on prend un peu de recul, le métier d'hébergeur, il y a dedans deux métiers un peu différents quand on commence à expertiser le truc. C'est pas juste apt-get install, parce que si on reste sur du apt-get install, déjà on oublie toute la partie maintenance. Mais surtout, il y a deux composantes majeures. Il y a d'un côté stocker des données, que ce soit des données sous le format de fichier, mais aussi des données dans des bases de données qui sont utilisées pour le site web. Et puis la deuxième partie, c'est exécuter du code, parce qu'on n'est plus sur des pages statiques, on n'est pas sur une techno de CDN, donc il faut quelque chose qui va interpréter le code, l'exécuter et puis rendre la page telle que désirée. C'est ça le boulot d'un hébergeur. Bref, j'ai raconté ma vie et la vie des équipes des hébergements web, mais pourquoi est-ce qu'on voulait partir de Paris?
Bon, pas juste parce que la campagne c'est mieux et à Gravelines il y a la mer. Hein. Les serveurs ils s'en foutent. Le premier point, c'est qu'on arrivait à une fin de vie des équipements. Alors pas juste des serveurs. La fin de vie d'un serveur c'est facile, hein, on le déconnecte, on en met un nouveau, c'est très bien. Par contre, dans un data center, au bout de 20 ans, il y a des choses qui commencent à devenir un peu vieux. Surtout ce qui amène du flux. Du flux Internet, bon ok, ça se change encore assez bien. Du flux électrique, là tout de suite c'est un peu plus compliqué. Alors vous avez souvent 2 ou 3 voies, mais dès que vous voulez changer une voie, vous n'allez pas couper une voie de secours pendant 15 jours, 3 semaines, parce que ce sont des gros chantiers quand même. Vous ramenez un transformateur électrique, hein, c'est pas juste taper sur son clavier. Et donc le seul moyen d'y arriver, c'est d'en poser un nouveau avant de pouvoir déprovisionner les anciens. C'est exactement pareil sur le refroidissement, que ce soit du refroidissement aérien avec des clims ou du refroidissement liquide. À chaque fois, il faut de la place, il faut de l'énergie, des choses qu'on n'avait plus forcément dans un data center qu'on a rempli. Alors, quand on a rempli un data center et qu'on livre plus dessus depuis 4 ans, généralement, on perd des clients, parce qu'il y a un taux de churn. Je ne fais pas beaucoup de marketing, mais il y a des gens qui ne renouvellent pas au bout d'un moment, pour plein de raisons, parce qu'ils ont envie d'aller voir la concurrence, parce qu'ils ont envie d'aller se mettre sur un VPS, ou ils grandissent trop, ils ont leur propre infra. Sauf que ça, c'est lent, ça ne permet pas de déprovisionner assez. Et puis surtout, en face, on a l'augmentation des ressources. Et puis on a l'augmentation des ressources, mais on a aussi quelques petites surprises. On fait des gros bisous à Intel et puis au Phi Spectre et Meltdown. Hein. On avait gagné plein de places en 3 ans, et puis là, bam, plus 30% de ressources. Donc on a repris notre place, et puis on s'est dit, il va falloir migrer. Ok, mais migrer un site, vous êtes sysadmin, c'est facile de migrer des sites. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Ce n'est pas parce que c'est du refroidissement. Hein. C'est compliqué chez nous parce qu'on a beaucoup de clients, on a énormément de comptes, et en fait, on arrive à un moment où on doit gérer du risque, et où on change de perspective sur plein de choses. Lorsque vous avez un risque quelconque de 0,1%, si vous avez un site web, vous avez une chance sur 1000 de tomber dedans. Bon, vous pouvez y aller quasi les yeux fermés. Si vous tombez dedans, c'est que vous n'avez pas de chance. Si vous avez 100 sites, que vous avez une web agency, vous avez un facteur 100, donc vous tombez à une chance sur 10. Déjà, c'est quand même un peu plus probable. Mais quand vous avez 3 millions de sites web, vous allez tomber 3000 fois dedans. Alors, la proba, c'est bien, mais en fait, on mesure ça face à un impact pour faire une gestion de risque. Un impact faible, par exemple, c'est je ralentis mes sites web pour nous. Si on ralentit les sites, ok, les sites continuent de fonctionner. On peut taper le 3 millions, il y aura 3000 sites un peu lents, ok, on survit. Puis on va avoir des impacts de plus en plus forts. Si déjà on a un downtime, impact un peu fort, le mec qui fait du e-commerce sur son site, quand on lui éteint, il est généralement pas très content, il perd un peu de chiffre d'affaires. Puis on a des impacts encore pires dans lesquels on peut tomber sur une migration. On peut perdre des données. Bon, on a des backups pour ça, donc il faut activer des plans de reprise sur activité, c'est un peu chiant. Et puis il y a encore pire, on peut corrompre les données. Et alors là, pour arriver à avoir quelque chose de cohérent, si on a corrompu les données du client, il va falloir qu'on arrive à lui réparer. Et pour réparer des données du client, généralement, le modèle de données il est très lié à son code source. Ça veut dire qu'il faut comprendre son code source et un peu toutes les hypothèses de son code source. Parce que quand on arrive dans un cas d'altération de données, c'est qu'on a fait tourner son code dans un cas qu'il n'avait pas vraiment prévu. Et donc ça, multiplié par 3 millions, même si on a une probable de 0,01%, en 300 fois, c'est juste pas tenable sur une équipe d'une trentaine de personnes. C'est des risques sur lesquels on peut juste pas accepter. Et c'est marrant, on en a parlé juste avant, mais le split le plus drôle dans une migration, c'est le split brain. Parce qu'à un moment, vous allez avoir une infra d'un côté, une infra de l'autre, puis vous pouvez faire des écritures des deux côtés. Et donc ça, c'est le genre de truc sur 3 millions de sites web où c'est juste pas possible. Quoi. On peut pas, à un moment, avoir quelqu'un qui fait une commande sur un site e-commerce sur l'infra A, qui paye sur l'infra B, parce que ça va pas très bien se passer. Quoi. Au mieux, l'infra B, elle va lui dire « je connais pas la commande ». Au pire, l'infra B, elle va prendre l'argent, mais elle va pas savoir où ça va. Et donc là, le client, il va pas être très content, et surtout, ça va être un peu compliqué pour lui, parce que là, quand vous avez 3 millions de clients sur P19, 6 millions ailleurs, c'est que vous n'avez pas 6 millions de développeurs expérimentés en face de vous. S'il y en avait autant en Europe, ça se saurait. On ne serait pas juste 200, là. On serait à l'Olympia ou au Stade de France, je ne sais pas, mais juste, les gens en face ne vont pas comprendre ce qui leur arrive. Et en plus, ils vont avoir des propres clients qui ne seront jamais livrés, mais qui auront quand même payé. Enfin, ce sera génial. Parlons un peu de notre infrastructure, parce que là, je vous ai parlé de la gestion de risque, mais on va avoir plein de contraintes techniques qui sont liées à notre infrastructure.
Si on parle d'un site web, on a fait un choix il y a une dizaine d'années qui est un peu différent de ce qu'on peut voir ailleurs, c'est de faire une architecture entière. Pourquoi? Parce que, on a continué à grossir, on a spécialisé les équipes, et c'est quand même vachement bien d'avoir des équipes qui sont spécialisées sur du stockage, c'est un métier. Des équipes spécialisées sur les bases de données, c'est un autre métier. Sinon, les gens ne chercheraient pas des administrateurs de bases de données. Et de la même manière, faire tourner du code, c'est un métier. Et en plus de ça, ce n'est pas les mêmes machines dont on a besoin derrière. Tout ce qui est stockage de données, généralement, on est content d'avoir plein de RAM pour faire du cache, et on est content d'avoir plein de disques rapides. Le serveur web, il va exécuter du code. Ce qui est super intéressant, c'est d'avoir du CPU. Donc, vous pouvez avoir une machine qui a des super CPU, énormément de disques et énormément de RAM, mais généralement, de dissocier un petit peu les deux, ça fait que vous avez des très bonnes machines pour chacun d'entre eux. L'autre point, c'est qu'on a réduit à l'époque énormément la tolérance aux pannes. Parce que autant sur un business model où vous commencez à vendre à 1,49 € par mois, vous acceptez d'avoir quelques SPOF et d'avoir une ESLA où il peut y avoir des pannes, même si on tente de les réduire. Donc on met du bon matériel dans les file servers et les bases de données, mais ça reste des SPOF. Vu notre métier, on réutilise les serveurs web qui sont rendus par les clients, donc au bout de 2 ou 3 ans, quand ils les rendent, pour pouvoir les mettre dans nos fermes. Ça a deux impacts. Ça nous réduit nos coûts, donc c'est vachement bien dans notre business model. Et ça a aussi un impact plutôt industriel, parce qu'à notre échelle de serveurs, fabriquer encore plus de serveurs, ça nous coûte énormément d'argent. Et puis après, il y a un effet qui se coule. On peut rajouter green dessus. On a réutilisé les serveurs, c'est très bien. Mais ce n'était pas la volonté de base. C'est très bien pour l'éthique et puis pour soi. Par contre, pour faire ça, on a rajouté une petite brique à notre load balancer qui s'appelle le Predictor chez nous, qui est un outil qui est capable, en fonction du site web, donc si j'ai toto.com, c'est mon exemple préféré, on est capable de le rediriger sur une ferme ou sur l'autre pour faire de la tolérance aux pannes, parce que ces machines-là, elles ont 2 ou 3 ans, elles peuvent tomber en panne. Mais aussi, dans notre métier, ça nous permet de gérer les abus. Et ça, c'est une grosse partie de notre métier. À 1,49 €, on a toujours des gens qui vont vouloir utiliser énormément l'infrastructure, comme s'ils en payaient 250 € par mois ou bien plus. Et donc avoir ce système de load balancing nous permet d'être très adaptatif, de mettre dans un coin tous ceux qui consomment énormément de ressources, et puis de lisser la charge sur tout le reste. Bien sûr, on ne met pas nos 3 millions sur une infrastructure comme ça, parce qu'à notre échelle, on découpe en domaines de panne. Enfin, un peu comme les agents forestiers ou les gens qui construisent des bâtiments, on met des portes coupe-feu. Si jamais il y a le feu, on laisse cramer qu'une partie. Et puis on essaye que ça ne crame pas partout. Donc on réplique le plus possible les SPOF. On en garde quelques-uns, on ne réplique pas la backbone 20 fois, parce que ça coûte vraiment un rein. Par contre, les load balancers, les outils de monitoring, ce genre de choses sont répliqués, ce qui fait que si on perd un élément qui fait perdre tout un cluster, on ne perd que jusqu'à 300 000 clients. Bye. Un petit détail dû à notre organisation, on a aussi un cluster avec tous nos serveurs à AP19, tous nos serveurs de base de données à AP19. Pourquoi? Parce que autant là, il y a des SPOF sur les clusters, on va trouver du réseau, on va trouver de l'outil de monitoring, du load balancing. Autant les bases de données, elles sont accédées en direct, il n'y a pas de SPOF, il n'y a pas de ce genre de choses. Et donc, le vrai domaine de panne, c'est le host de la base de données. Entre Paris et Gravelines, on n'a quasi pas de différence. On a monté Gravelines il y a quelques années en mode Eat Your Own Dog Food. Pourquoi? Parce qu'on avait envie de challenger un petit peu ce qu'on vendait. Hein. On achète des serveurs dédiés comme les autres. On utilise du Verac, qui est notre technologie de réseau privé. On est l'un de nos plus gros clients. Je ne crois pas qu'on soit le plus gros aujourd'hui, mais à l'époque, on l'était. Et on challenge comme ça, de manière interne, les autres équipes. Il y a une différence entre Paris et Gravelines, c'est notre architecture de stockage des bases de données. Je vous rappelle, on est sur un BM où on overcommit vraiment énormément. Et donc, à P19, historiquement, on mettait jusqu'à 2500 bases de données sur un host MySQL, donc avec un process MySQL, et dessus, on mettait une base, un client. On a changé en passant à Gravelines, parce qu'on a eu un petit retour d'expérience. Quand ça tombe, on perd 2500 clients, ok, soit. À Gravelines, on a fait pareil, on a pris un serveur dédié, mais on met 10 fois 250 clients. Entre deux, on a eu Docker, donc on peut mettre des process dans des instances de Docker différentes. Mais surtout, quand on a des soucis avec MySQL, qui a un petit peu tendance à accepter des changements de schéma,
mais pas aimé au reboot. Donc quand on a des clients qui font des trucs un petit peu bizarres et que MySQL ne reboot pas, on bloque 250 clients et plus de 1500. Et donc on va mettre un peu plus de temps à opérer ça. Et au lieu d'avoir pendant 2 ou 3 heures 2500 clients dans le noir, on n'en a plus que 250. Et ça nous réduit aussi déjà un petit peu la pression de l'incident. Ok, on va creuser un petit peu. On avait quelques contraintes. Donc je ne vais pas vous expliquer toutes les contraintes qu'on a pu rencontrer, mais les 4 plus intéressantes. La première, c'est qu'on ne maîtrise pas du tout le code source que mettent nos clients. Même si on a énormément de WordPress, entre 2 WordPress, ce n'est pas le même code. Même si les gars ne devent pas, entre les extensions que les gars vont mettre, on n'a pas du tout le même code source. Il y a des extensions qui sont très bien foutues, et puis il y a des extensions qui sont juste le diable. Des trucs qu'il ne faut pas, juste pas les installer, hein, c'est une horreur. Et donc, on ne peut pas considérer qu'on le maîtrise. Et ce qui est drôle, c'est que le code source, en fait, c'est dans des fichiers, surtout en PHP où ce sont des fichiers lisibles. Donc on va avoir plein de choses. Les clients, après, ils vont stocker des images, du JavaScript. Alors en dehors de quelques clients qui vont stocker des gigas et des gigas d'images, généralement, ça se gère plutôt bien. Par contre, ce qui n'est pas drôle, c'est les moteurs de cache ou les extensions WordPress qui ont tendance à créer des millions, voire des milliards de fichiers. Je ne sais pas si vous avez déjà tenté de rsync quelque chose avec des milliards de fichiers. C'est pas drôle. Ce qui fait qu'en gros, si on doit migrer les clients un par un en utilisant du rsync ou toute autre technologie sur un système de fichiers, hein, pas rsync qui est mauvais, on va y passer des plombes. On a même des clients, on a des technologies comme ça en interne où on utilise de la copie de fichiers. On a des clients qui mettent 3-4 semaines à avoir une copie de fichier. Juste parce que ils font n'importe quoi. Bon, ok, mais qu'est-ce qu'on fait si on passe en mode bloc? Si on passe en mode bloc, il faut copier tout un serveur de fichiers. Un serveur de fichiers, ce qu'on appelle un filer chez nous, c'est entre 2000 et 20 000 clients en fonction de l'offre. L'offre la plus bas de gamme, on met 20 000 clients dessus. Ça fait un petit paquet de clients à migrer d'un coup. Contrainte des clusters. Je vous l'ai dit, on a mis tous les spofs, tous les trucs un peu coûteux, comme on mutualise. On ne va pas filer un load balancer à chaque personne, 1,49 €, ça ne rentre pas dans le BM. Et donc, on mutualise tout ça par cluster. Ce qui est génial là-dedans, c'est qu'on a un élément qui est l'adresse IP, qui est mutualisé. On ne file pas une IPv4 à chaque compte d'hébergement. Je ne comprends pas pourquoi. Il paraît que ça coûte un peu cher et que c'est un peu rare en ce moment. On pourrait filer une IPv6, mais on ne le fait pas parce que tout le monde s'en bat du IPv6. Et donc, on a une IPv4 ou plutôt une dizaine d'IPv4 par cluster. Sauf qu'on ne sait pas quels clients les utilisent. Et donc, pour migrer ces IP-là, ça veut dire qu'on doit gérer tous les clients qui sont derrière un cluster. Je vous ai dit jusqu'à 300 000 personnes. OK. Bon, on peut changer leur zone DNS, c'est facile. En plus, si on va chez Clever Cloud, c'est en Kafka, c'est très bien, ça va être super rapide. Ouais, on a quand même 2 contraintes. La première, c'est que changer une zone DNS, soit on est très très bon, on sait tout de suite que la zone, elle ne va pas être éditée, et puis on lui met la bonne IP, on vérifie qu'il a pointé bien vers un mutu avant, et puis on lui met vers le nouveau mutu après. Il ne faut pas que le mec il édite entre deux, donc il faut lui bloquer. Mais c'est encore techniquement possible, sauf qu'on permet quelque chose pour nos clients depuis bien longtemps. On leur permet d'être un peu interopérables et puis d'aller stocker leur DNS ailleurs, soit chez eux, soit chez des concurrents, ils font ce qu'ils veulent. Et donc, on ne peut pas changer le DNS pour eux. Alors là, il y a une technique géniale, c'est on leur envoie un mail. Ah, non, on ne fait pas ça. Hein. Imaginez juste, les gars, ils ont un mutu, ça fait 15 ans qu'ils sont chez nous. Ils ont un mutu. C'est probablement le PDG d'une boîte, hein, il a fait faire ça à un stagiaire en 2004. Il reçoit un mail en lui disant « Ouais, les gars, tu dois changer ta zone à telle date, sinon ça va casser. » Je pense qu'on perd à peu près tout le monde, tous nos clients là-dessus. Donc c'est quelque chose de pas possible, sauf que ça veut dire qu'on doit migrer tous les clients d'un cluster d'un coup. Donc là, on passe de 20 000 à 300 000. Et puis, on a quelques contraintes sur les bases de données. La première, c'est que quand vous prenez une base de données sur un hébergement web, je ne pense pas que vous connaissiez forcément la manière dont c'est fait, mais vous avez votre hébergement et on vous propose un quota de base de données qui va avec. Et donc, vous créez votre base, on vous fournit le nom du host, un sous-domaine de mysql.db, le login et le mot de passe. Vous changez le mot de passe après si vous voulez, si vous n'avez pas confiance. Et à partir de ça, vous pouvez déployer votre code. Sauf qu'il y a un truc qu'on n'a jamais bloqué, c'est la possibilité d'utiliser une base de données d'un autre compte.
Alors c'est même une feature pour certaines personnes qui peuvent avoir plein d'hébergements et puis centraliser tout sur une base de données quand ils veulent juste mêler certaines données, ou dans des cas où des gens rachètent des prospects d'autres web agencies ou ce genre de choses. Ils ont une base de données qui réunit tout, et puis ils ont des bases de données locales pour chacun des sites. Il y a un seul moyen de connaître ce lien-là, parce que nous, on ne l'a pas de référencé nulle part dans notre base de données. Le seul moyen de le connaître, c'est de connaître le code source. Alors, il y a peut-être des gens qui pourraient me dire on peut mettre un TCP dump et puis on regarde le trafic qui passe. Oui, on peut. Le problème, c'est que si on fait ça, on part de deux postulats. Le premier, c'est que les sites web sont utilisés tout le temps. Le deuxième, c'est que les sites web sont utilisés tout le temps dans toutes les conditions du code possible. Et ça, en réalité, on en est bien loin. Et donc, on a une nouvelle contrainte, c'est que si on veut casser vraiment aucun site, il faut migrer tout d'un coup, puisqu'on ne sait pas le détecter. Je ne parlerai pas des cas d'usage où les mecs stockent leurs identifiants de base de données dans un binaire, puisqu'ils peuvent faire du CGI, ou encore mieux, stocker leurs identifiants de base de données dans une autre base de données. On l'a vu. Puis comme c'est pas encore assez drôle, on a une deuxième contrainte sur les bases de données. C'est qu'en fait, l'accès en mysql.db, ça fait seulement 4 ans qu'on le permet. Puis si je vous rappelle, 4 ans, c'est à peu près la date où on a ouvert Gravelines. En fait, quasiment toutes les personnes sur Paris utilisent d'autres noms. Ils utilisent le nom du host directement, le nom de la machine, mysql xxx.plan, ou voire carrément l'adresse IP, parce qu'au tout début, on filait juste l'adresse IP. Et donc là, si vous vous souvenez du schéma tout à l'heure, d'un côté, on a un host, et si on veut rien casser, il faut que de l'autre côté, dans les 10 hosts, on file la même adresse IP et le même nom de host pour que ça continue de fonctionner. Ou alors qu'on change notre archi à Gravelines et qu'on s'assoit sur l'opérationnel. Bref, ça c'est notre tête quand on a vu toutes les contraintes. On avait juste envie de se casser. Et donc on a commencé à dire, mais on ne peut pas attendre encore un peu que le DC se vide. Et la réponse a été non. Donc comment on fait? Comment on migre? Si je reprends toutes les contraintes, on a globalement deux choix. Le premier, c'est soit on migre les sites un par un, et puis on analyse leur code source. On en a 3 millions, vous êtes 30 les gars, débrouillez-vous. Soit on migre tout d'un coup, et je déconne pas, on a réfléchi à ce plan-là. Et donc, migrer tout d'un coup, on prend les serveurs, on les fout dans un camion, on les fait traverser là, 3 heures en voiture, en camion, je pense qu'on en a pour 5 heures. On remonte tout ça à Gravelines, on serre les fesses et on rallume. On a vraiment réfléchi à ce plan-là. Par contre, le downtime d'environ 3-4 jours pour que ça soit bon sur les sites, en 2019 sur des sites web, même à 1,49 €, on n'imaginait pas du tout ça. Et donc, on a pris chaque contrainte et puis on a essayé de les casser et essayer de trouver des solutions pour que ça continue de fonctionner malgré nos emmerdes. La première, c'est sur les bases de données, sur les nommages des bases de données. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous allez avoir 10 machines, et pour les 10 machines, le même nom de host et la même adresse IP. Et ça, en fait, ça fait vachement reverse proxy. On a mis un proxy SQL. Ça paraît super simple comme ça, je vous en parle tout à l'heure, l'implémentation, les gars de l'équipe base de données, ils étaient ravis. L'idée, c'est qu'en gros, on se retrouve avec une machine qui est notre SQL proxy, donc notre fameux MySQL 55.plan, là, qui est AP19, qui résout, qui répond. Et en fait, cette machine, elle ne fait que rediriger les requêtes. Soit, c'est pas encore migré, elle redirige vers le vrai nom de host, qu'on a changé, parce que sinon, on va avoir des problèmes de connexion. Et sinon, on passe au travers du réseau, puis on arrive sur la nouvelle base de données. Ce qui fait que les gens qui utilisent du mysql.db, ils tapent directement là, pas de problème. Et les gens qui gardent l'ancien nom ou l'ancienne adresse IP, ils peuvent continuer à taper, ça ne casse pas leur site web. Alors, on a déjà résolu un truc qui était un peu embêtant. Mais on avait toujours un autre souci sur les bases de données, c'est les bases de données non référencées. Et là, OK, comment est-ce qu'on fait? À un moment, on a des bases de données, on ne sait pas du tout qui les utilise, à quel moment, on ne saura jamais le détecter de manière fiable. En gros, on va migrer des sites, il faut que ça continue de marcher même quand c'est migré, alors que ça tape AP19. Je fais un peu dev sur les bords, on n'a qu'à mettre un pont réseau. Puis ça marche, puis on a fait ça. En réalité, c'est un peu plus compliqué quand même. Un pont réseau, avec notre échelle, on a un petit peu de trafic. Et ça a un impact qui n'est pas négligeable, c'est qu'on rajoute 10 millisecondes de latence. Et là, il faut se remettre dans le contexte du PHP, où on a plein de sites
coucou WordPress et PrestaShop, où on va avoir plein de requêtes SQL, mais quand le SQL est local, c'est super rapide. Bon, par contre, quand le truc passe par un ORM et qu'il y a 100 requêtes SQL, ce qui se voit assez généralement, et que juste pour passer le pont réseau, vous rajoutez 10 millisecondes sur chaque requête, ça se fait en manière séquentielle, juste pour ça, vous prenez 1 seconde de plus pour le chargement de la page sans avoir rien fait. Donc ça a un impact assez fort, et ça se saurait si tous les sites étaient ultra performants et rendaient en 10 millisecondes. Donc, c'est quelque chose de pas négligeable. Mais on est sur l'impact. Tout à l'heure, quand je disais nos différents impacts entre faibles et catastrophiques, on est sur quelque chose de plutôt faible. Le site continue de fonctionner, il est plus lent, mais il reste sur un cas d'usage un petit peu particulier et c'est sur un temps donné. On n'altère pas les données, le site n'est pas totalement dans le noir, sauf si vraiment il fait des centaines de milliers de requêtes, mais là, c'est comme tout à l'heure, c'est pas mon problème. Par contre, ça, plus le SQL proxy, c'est un petit peu embêtant. Parce que notre SQL proxy, il est AP19. Donc tous les gars qui utilisent l'ancien nom, c'est-à-dire à peu près tous les gars AP19, chaque fois, ils vont repasser au travers, alors que leur DB, elle est déjà migrée. Donc il a fallu trouver une solution. Puis, comme les gars de la team DB au début, ils faisaient un peu la tronche sur les SQL proxy, on en a rajouté un deuxième. L'idée là, c'est juste qu'on a le proxy qui nous sert de cache au plus près. Et donc, on configure les proxys des deux côtés de la même manière. On a à Gravelines un DNS interne qui résout MySQL 55.plan. On a à AP19 la même chose, mais qui résout en local. Et en fait, ils ont la même configuration et ils sont capables d'aller taper au plus rapide possible. N'empêche que si le gars il a quand même une DB qui n'est pas à AP19, il a toujours sa lenteur. Je n'ai pas la mesure du coût du proxy SQL en millisecondes, mais on est sur quelque chose qui est vraiment plus petit que la dizaine de millisecondes. Donc, ce n'est pas très grave si le gars passe par là. Contrainte suivante, ce sont les adresses IP. Les adresses IP, le problème, c'est qu'on a 100 000 clients en moyenne qui vont se connecter par la même adresse IP. Comment on fait pour qu'à un moment, on sache dire cette adresse IP-là, elle va à P19 et celle-là, elle va à Gravelines. C'est con, c'est la même, on ne peut pas la changer. Donc, on a réfléchi un peu différemment et on a posé le postulat, on ne pourra pas toucher à l'adresse IP, on ne changera pas les adresses IP de nos clients. Et donc, pour migrer entre deux, on se pose la question, ok, j'ai des cas P19, j'ai des cas Gravelines, j'ai des cas P19, j'ai des cas Gravelines. Ça ressemble vachement à notre prédicteur, en fait. J'ai des cas de gens qui abusent, j'ai des cas de gens qui vont sur la ferme correcte. J'ai des gens de cas qui abusent, j'ai des gens de cas qui vont sur la ferme correcte. En fait, on rajoute un load balancer et puis s'il n'est pas migré, on l'amène à P19 et s'il est déjà migré, on l'amène à Gravelines. C'est facile. Ouais, et comme on n'avait pas envie de s'embêter et qu'on a déjà le prédicteur et qui fait déjà ça, on l'a mis dans celui de Gravelines et puis on a redirigé toutes les requêtes vers Paris. L'idée, c'est qu'en gros, à un moment, vous avez votre trafic qui est à Paris, vous définissez que vous allez switcher et vous peuplez la liste des sites web qui ne sont pas encore migrés, c'est-à-dire tous, à Paris. Et ça passe au travers du tunnel réseau. Là, vous allez me dire, ouais, mais il y a 10 millisecondes et tout, ça va être super lent. Sauf que contrairement à tout à l'heure, c'est pas séquentiel. Une requête HTTP, il n'y en aura qu'une. Requête-réponse, vous ajoutez 10 millisecondes. Bon, sur les WordPress qui mettent déjà 700 millisecondes à afficher une page, c'est pareil. C'est pas oufissime. Vous allez voir un petit peu après que dans la chronologie, c'est en plus que pour un temps donné. Et donc, il reste une dernière contrainte, les fichiers. Comment on fait pour migrer les sites un par un? Mais en fait, je vais accélérer un peu là-dessus. On s'en foutait. 20 000 par nuit, c'était déjà très bien. Ok, on part pour la migration. Là, comme ça, on a tout prêt. On y va. Bon, la première étape, c'est qu'il a fallu quand même adapter un petit peu nos outils. Pour le switch des IP, le truc basique, c'est que nos outils, on n'avait jamais prévu que sur un data center, on ait un cluster qui s'appelle cluster 2 et que sur un autre data center, on ait un cluster qui s'appelle cluster 2 et qui est la même configuration des deux côtés. Du truc basique, on avait mis des contraintes d'unicité dans les bases qui représentent tout ça. On avait du monitoring qui écoutait cluster 2, mais si ça sonne, c'est à Paris ou c'est à Gravelines? Bref, juste pas prévu du tout le coup. Alors, encore moins prévu le coup de, on en a un à Paris, on en a un à Gravelines, le client A, il est toujours à Paris, le client B, il est à Gravelines, puis il y en a un autre qui est en train de migrer. Où est-ce que je débug le gars? Donc, il a fallu adapter tout ça dans le système d'information, patcher le prédicteur, bien entendu, à un niveau de qualité correct. On parle d'une migration qui a duré de décembre 2018 à septembre 2019. Donc, on ne pouvait pas faire « Oh, allez, on pousse un patch et puis, de toute façon, on ne met pas de sonde de monitoring, ça ne tombera pas. » Parce qu'on avait juste 9 mois.
Ça pouvait tomber. Et les gars d'Instint, ils aiment moyennement ça quand ça tombe et qu'on ne sait pas pourquoi. Fallait monter le tunnel réseau. Tout à l'heure, ça paraissait facile, mais bon, il faut quand même prendre une fibre noire, réserver des longueurs d'onde qui vont bien, monter le réseau de chaque côté. Bref, je ne suis pas un G-réseau, je ne sais pas ce qu'ils ont fait. C'était bien long et ça avait l'air d'être bien le bordel. Et donc, on a rajouté l'outillage et le monitoring pour tenir. Deuxième étape, c'est celle de mes amis de l'équipe Database qui a eu les proxys SQL à déployer. Deux étapes relativement standards, il faut industrialiser tout ça, c'est-à-dire que si le gars il rajoute une base de données AP19, il faut qu'on lui mette dans le SQL proxy de Gravelines, et inversement, s'il la supprime, il faut l'enlever de partout. On a une méthode de déploiement qui gère nos ordres de grandeur. Ce qu'on appelle en interne le indice 100 000, où en gros, on commence à déployer sur une machine, souvent la machine de dev, puis après sur 10 machines, on regarde que tout se passe bien. Si ça se passe bien, on continue. Puis 100 machines, là, on commence à avoir des merdes, une chance sur 100, le 1%. Puis 1000, puis plus haut. En fonction des déploiements, on rajoute ou on réduit des échelons. Et ça nous permet de détecter des cas d'usage vraiment tout moisis et de s'assurer que tout va bien. Et donc ça, on l'a fait sur les proxys SQL parce que à notre connaissance, la technologie, elle n'a jamais été déployée sur autant de bases de données en même temps et sur une charge aussi importante. C'est open source, on a contribué à ça, donc si vous voulez, vous pouvez tester ça à la maison, c'est presque safe. On a eu malgré tout quelques surprises, des surprises liées au legacy, puisqu'au tout début des hébergements web, on était sur du MySQL 4, truc que j'ai à peine connu à l'époque, et MySQL 4 et MySQL 5, ça a vachement changé. Et donc il y a des gens qui ont migré naturellement vers du 5.1 à l'époque, sauf que le format de mot de passe, en interne de MySQL, il a changé. Et manque de peau, le SQL proxy sur MySQL, il a besoin du format de mot de passe, c'est lui qui gère l'authentification. Et ça ne marche pas. Donc ça, on l'a mis en prod au mode 100, et bam, on a pété des sites. Et donc on a rollback, on a étudié la possibilité, donc on a commencé par, pour avancer, exclure les MySQL 5.1, puis on a étudié des possibilités pour ramener au beau niveau de hash. Il y a le deuxième sur les tables ARP, il était un petit peu plus drôle, parce qu'à trouver, il a été un petit peu poilu. On s'est retrouvé à un moment avec des problèmes de réseau. D'un coup, la charge explosait, le temps de requête SQL était excessivement long, on ne comprenait pas pourquoi. La machine, un peu de charge, la load était à peu près bonne, mais d'un coup, plein de requêtes, comme s'il y avait quelqu'un qui venait faire un DDoS pendant 3 secondes et puis qui se barrait. Bon, on a des clients qui sont un peu fourbes, mais pas à ce point-là. Et en fait, on s'est juste rendu compte que nos serveurs SQL Proxy à Gravelines sont connectés à des dizaines de milliers de serveurs à Gravelines. Et donc, ils ont une grosse table ARP. Parce qu'ils ont énormément de correspondances. Et par défaut, le noyau Linux, quand la table ARP est pleine, qu'est-ce qu'il fait? Il la vide. Et donc, on se retrouve à un instant T où il y a plein de requêtes d'ouvertes vers des adresses IP, mais le noyau, il ne sait juste pas quelles sont les machines. Et donc, il est obligé de broadcaster pour redemander. Donc là, on a une petite tempête de broadcast de derrière les fagots. Il n'y a plus rien qui marche. Les requêtes, elles mettent 5 heures. Et puis, ça revient progressivement. Bon, ça, le patch a été facile. On augmente la taille de la table ARP. De toute façon, c'est des trucs qui restent que pour la migration. Et puis ça résout le souci. On a eu aussi des petits cadeaux. Le MySQL Proxy ne gérait pas MySQL 5.1. Donc, en plus, les mecs, ils avaient des haches tout pourris et ça ne marchait pas. Bref, les pauvres. Voilà. On a fait sauter nos contraintes, on s'est assuré que ça fonctionnait. Et là, on est passé vraiment dans l'opérationnel. Je vous l'ai dit, on migre filer par filer. On ne descend pas en dessous, donc on prend tous les clients d'un filer, on prend toutes les bases de données qu'on leur connaît associées. Vous savez qu'il y en a quelques-unes qui ne sont pas référencées. Et puis on les migre. Par contre, on a fait un choix, c'est qu'on n'a pas switché toutes les IP vers Gravelines d'un coup pour éviter d'avoir des cas un petit peu pourris et de ne pas savoir d'où ça vient. On l'a fait cluster par cluster, ce qui nous a permis de faire une autre gestion de risque. On a pris le cluster le plus facile en premier, le cluster le plus difficile à la fin, et puis on a fait comme ça un rump-up au fur et à mesure, avec des règles un petit peu empiriques, type le nombre d'utilisateurs sur le cluster, la répartition des utilisateurs qui payent vraiment cher, le nombre de serveurs, le nombre de filers, parce que ça conditionne le nombre de nuits. On n'avait pas envie de faire 66 nuits pour le premier cluster. Donc, on a organisé ça. Et on a découpé l'ensemble de la migration par cluster qu'on a timé sur l'année. On a défini ce planning-là en novembre 2018 et on est assez fiers parce qu'en fait, on l'a tenu. On devait finir en septembre et on a fini en septembre.
Et donc, pour chaque cluster, on avait plein d'étapes. Là, j'ai résumé. Hein. On en avait à peu près 40 fois plus, mais déjà, on avait de la commande de matériel. Là, je le dis parce que ça paraît trivial. On a besoin de machines, on va chez un cloud provider, on appuie sur Next, et plus facile, plein de machines. Ouais, mais quand vous avez besoin de 15 000 serveurs dédiés, prévenez-le, hein, le cloud provider. Parce qu'à un moment, l'API, elle va vous retourner du 400, j'ai plus de stock. Pour la petite histoire, ce projet-là, il a accéléré l'arrivée d'une nouvelle ligne électrique à Gravelines depuis la centrale qui est juste à côté. Et quand je dis nouvelle ligne, c'est le gros pylône là, qui arrive. Octave, il était tout heureux. Vous pouvez voir ça sur son Twitter il y a à peu près 1 an et demi. Il avait un pylône électrique à lui. Mais réellement, c'est ouf. Là-dessus, on est venu après cadencer ça en fonction de la date de la première nuit de migration qu'on avait planifiée. Et on est venu en amont préparer des choses. 60 jours avant, on lançait le cluster, on le construisait, ça nous prend un peu de temps, même si on a industrialisé, on en a une vingtaine de clusters, ce pas des choses qu'on fait tous les jours. Donc ça demande un petit peu de temps à installer. À J-40, on s'était fait livrer les filers, on les installait. Pourquoi à J-40 ? Parce qu'à J-30, on commençait la copie. Je vous ai parlé du mode bloc tout à l'heure, mais bien entendu, on passe pas la nuit, puis on se dit, tiens, je vais copier 10 ou 12 terras là, puis je vais attendre. Parce que c'est un peu long au travers du réseau. Et donc, on a juste fait des copies avec un full, puis des incrémentaux. Et donc, en fait, à J-30, on lançait le full. Et puis après, on faisait les incrémentaux une fois par jour. Donc ça, on a industrialisé tout ça, hein, sinon c'est pas drôle. J-30, il y avait aussi 2 autres choses. On lançait l'installation de tout ce qui était configuration des bases de données et on envoyait une com aux clients, parce que c'est important de les prévenir. Sinon, quand on pète des trucs la nuit de la migration, ils ne comprennent pas pourquoi et en plus, ils ne peuvent même pas le rattacher à quelque chose. Donc ça fait des tickets au support où les pauvres, ils sont paumés. Et donc, on n'arrive pas à débugger. À J-15, encore de la com, parce que les gens ne lisent pas leurs mails, donc on en envoie 2 fois. À J-10, on faisait un test du cluster. Vous allez voir, on était assez carré sur les tests. Et donc, à J-10, on lançait une batterie de tests automatisée. Est-ce que le tunnel réseau y passe ? Le site, il est à Gravelines, ça marche. Le site, il est à P19, ça marche. Le site, il est à Gravelines, mais la base à P19, inversement, etc. etc. Donc, on avait toute une batterie de tests qui permettait de valider à J-7 le switch d'IP. Pourquoi J-7 ? On aurait pu faire la première nuit de migration. L'avantage de le faire à J-7, c'est que, on séparait 2 opérations qui pouvaient être critiques, même si le switch d'IP est transparent, on ne sait jamais, il peut y avoir de la merde qui arrive. Et le deuxième, c'est que si jamais on n'était pas prêt, on pouvait rollback, il nous restait 6 jours. C'est con, mais comme ça, on ne déplaçait pas la deadline. En plus, avec ça, donc à J-1, on accélérait la copie. Au lieu de faire un incrémental par jour, un par heure. Et puis, à partir de là, on faisait des nuits. Et c'est bête, hein, mais quand vous faites des nuits et que vous êtes 5-6 à faire des nuits, vous êtes bien content que le planning ne change pas et que vous ne soyez pas obligé d'annuler vos vacances pour travailler de nuit. Donc vous êtes content d'avoir fait le switch IP à J-7 et qu'en fait, vous ayez eu le temps de rattraper les petits. Les nuits duraient un certain nombre de temps en fonction du nombre de filers que vous arriviez à migrer par nuit. Au début, on en faisait 1. À la fin, on en faisait 11 par nuit, ce qui est pas mal. Et donc, vous avez un certain nombre de nuits en fonction du cluster et du nombre de filers. Une fois arrivé ça, le lendemain, on fermait définitivement le cluster à P19, on lui disait ciao, 5 jours plus tard, on éteignait les machines, et puis maintenant est passé le temps du déprovisioning, mais ça, on laisse les gars du data center s'organiser. Switch IP super rapidement, on teste, encore une fois, tout le temps en fait. S'assurer que juste avant la migration, il n'y a pas quelque chose qui est sauté, et ça nous est arrivé plusieurs fois. On teste et merde, il y a un truc qui a sauté depuis ce matin. Donc on recommence, on décale et puis on fixe demain matin, parce qu'on n'avait pas envie de fixer le soir généralement. Ça ne sert à rien de fixer à l'arrache, il vaut mieux prendre le temps. On informe les clients et le support. Les clients, si vous connaissez, c'est les tâches travaux. On n'allait pas leur envoyer des mails pour leur dire « Hey, ça va couper ». Le support, parce que s'ils ont des appels, c'est quand même assez important. Load balancers, c'est eux qui portent tout le SSL. Donc on redirige toutes les opérations de renouvellement d'installation de SSL dessus et on configure tous les certificats qu'on avait sur celui de P19 à Gravelines. C'est-à-dire que là, on se retrouve à un moment où il y a du trafic à P19, mais si on a le même trafic à Gravelines, ça marche en SSL aussi. Et ensuite, pour chaque adresse IP, V4 ou V6, hein, c'est la même chose, on bascule l'IP. C'est-à-dire que pour ceux qui utilisent nos services, on a une IP failover, on la change de service, on la met sur du load balancing. C'est du BGP derrière, hein. On annonce l'IP à Gravelines au lieu de l'annoncer à Paris. Pour les IPv6, ce n'est pas accessible au travers de l'API, mais c'est le même process. On l'annonce à Paris. Ce qui fait que
au moment de la bascule, en fonction de comment sont les AS en face, à un moment, vous êtes à Paris, puis à l'autre moment, vous êtes à Gravelines. Vous allez juste redescendre, vous n'avez pas eu de coupure. Ce qui est super important, c'est que pour chaque IP, on a testé tous les sites. On a retesté, on a relancé notre jeu de test pour s'assurer à chaque fois qu'on n'avait pas un seul souci. Une fois que vous avez ça, vous changez le back-end du CDN, vous le redirigez à Gravelines, c'est fini, vous regardez s'il y a du trafic encore à Paris et ciao. Migration d'un filer, donc là on arrive au début de la nuit, on est en pleine forme, on a dormi la journée, c'est bien. On a fait le J-30, les collègues ont accéléré dans la journée à J-1. Première étape, c'est qu'on teste des sites sur le cluster. On a pris 10 ou 20% des sites, on a noté leur code HTTP de retour, la taille des pages, parce que bon, si en face ils ont une 500, ça va marcher, mais la page elle fera 3 kg. Et le temps de chargement de la page pour pouvoir les retester à la fin. On coupe le monitoring, parce que là, on pense aux copains qui sont quand même d'astreinte pour les autres clusters. Et donc, on évite que ça se mette à sonner pour eux. On lance un dernier incrémental pour que la coupure auprès des clients soit la plus courte possible. Et après, on ferme les sites. Chez nous, on les passe en maintenance. Ça pourrait être un détail, mais le premier cluster, on fermait juste les sites avec un message « il y a une erreur, il y a un incident ». Donc, tous les gens, même à 2 h du matin, « mon site, il est cassé ». OK, on passe le site en maintenance. Et là, intellectuellement, « ah oui, j'ai reçu un mail. C'est la migration ». Et donc là, j'avais plus qu'un message sur Twitter par nuit de « ah, c'est pété ». Mais oui, c'est la migration. Ah ouais, c'est vrai. Après, on attendait, ce qui n'est pas un détail, c'est le timeout PHP. Parce que quand vous fermez, en fait, vous avez toujours des processus PHP qui peuvent tourner. Et puis, il y a des gens qui font des boucles infinies et qui tapent le timeout de 300 secondes, 5 minutes. Oui, ça arrive dans la vraie vie. Et après, pour éviter de split brain, l'étape la plus importante, c'est qu'on fermait l'accès total au fichier en dehors du filer. C'est-à-dire que seul le filer était en capacité d'accéder au fichier, plus du tout le reste de l'infrastructure. Ni nos systèmes de tâches planifiées, nos pages web, nos accès, ça rien du tout. Une fois qu'on a ça, on n'a plus de modifications sur l'infra, on peut lancer un dernier incrémental, et une fois qu'il est passé, seulement cette fois-là, on lance la migration des bases de données aux copains qui migraient les bases de données à côté, pour être sûr qu'on n'ait pas de rollback à faire sur les bases, parce que c'était un peu plus chiant de gérer le rollback. Une fois que tout est bon, on modifie les configurations, ça prend un peu de temps avec nos outils, c'est-à-dire qu'en gros, le site, on apprend à Gravelines que les sites sont là et que ça fonctionne. On réouvre les hébergements, on n'attend pas la fin de la migration des bases de données. Attention, split brain, mais on verra comment les DB ont géré dans la slide suivante. On attend la fin des migras et on reteste. Et là, on a eu des super surprises. On s'était dit au début, ouais, il faut qu'on atteigne quasi le 100%. Et en fait, on n'a jamais pu dépasser le 99.7. On était toujours entre 99.5 et 99.7. Et quand on regardait, on avait juste des sites qui se remettaient à fonctionner à Gravelines. 2 raisons à ça. Un, ils n'avaient pas du cache un petit peu pourri dans tous les sens. Et 2, l'infrastructure de Gravelines était un petit peu plus performante. Donc, des sites qui mettaient trop de temps à se charger, qui passaient le timeout de 40 ou 50 secondes du script de test, le passaient plus. Et donc, en fait, on a une migration, on a plus de sites qui marchent qu'au début. Ça, c'est ouf. Ensuite, on réactive le monitoring, parce que l'étape 15, c'est d'aller dormir et que il faut réveiller les copains si ça pète. Maintenant, c'est à eux. Et puis, on prévient aussi les clients que c'est fini pour pas qu'ils se posent la question. Rapidement, parce qu'il est vraiment tard, les bases de données, en fait, on l'a fait de manière unitaire. Pour chaque base de données, on fait un dump à la source, on importe ce dump à la destination, on redirige le DNS, on redirige le SQL proxy et on ferme à Paris. Fini. L'avantage, c'est que la première étape, on le passe en lecture sol. Donc, ça peut casser quelques sites, parce qu'il y a des gens qui ont des erreurs 500 ou qui die lamentablement quand ils ne peuvent pas faire un update. Ils n'ont pas prévu le coup. Mais c'est très, très temporaire au milieu de la nuit. Donc, le nombre de cas est très faible et on n'altère pas de données. On fait juste un downtime. Par contre, une par une, c'est super lent, parce qu'on a des dizaines de milliers de bases de données. Pour le faire, en fait, on a bénéficié d'un nombre assez important de machines, parce qu'il y a plein de hosts de bases de données à la source, puis il y en a autant à la destination, parce qu'il faut aller mettre les bases de données. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que, ce que l'équipe DB a fait, c'est qu'ils ont mis des processus sur l'ensemble des serveurs. Donc, tous les serveurs sources étaient capables de dumper, tous les serveurs destination étaient capables d'importer. Vous aviez une petite base de données au centre qui faisait l'orchestration et puis la centralisation des informations. Et donc, chaque machine allait voir, qu'est-ce que je peux importer chez moi? Prenez une machine, prenez une DB et puis l'importez. Ou quelle base n'est pas encore dumpée que je peux prendre. Et puis, ça s'industrialisait comme ça.
Ça marche vachement bien. Les gars ont réussi à faire plus de 13 000 bases de données migrées en 1h13 au mois de juillet. C'est leur record, ils en étaient tout fiers et ils ont raison. Et c'était franchement assez ouf. Ce soir-là, c'était un peu notre challenge. En face, nous, on essayait de configurer Gravelines pour que ça soit bon en temps et en heure, et on avait un petit peu de temps de configuration. Et ce soir-là, juste, ils nous ont dépassés. Donc, ils ont réouvert avant nous. Causons un tout petit peu d'orga, parce qu'on a plein de défis techniques, on en a déjà plein parlé, je ne suis pas rentré dans les détails, j'ai pas assez de temps. Les plus gros défis sont humains en réalité, parce qu'on a plein d'équipes spécialisées, on a des gars qui sont spécialisés et qui administrent les bases de données. Pareil pour le stockage, parce qu'il y a des besoins de stockage chez nous, mais chez d'autres produits, chez PCC, ce genre de choses. Il y a tous les gars en data center qui ont dû livrer juste 8000 serveurs de plus que d'habitude, ce qui est quand même pas une paille. Les gars qui les produisent, le support, qui a dû intégrer tout ce genre de choses et puis gérer des cas un peu what the fuck, ou même des clients qui se disaient c'est peut-être la migration. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Les équipes qui ont géré les load balancers qui se sont fait du shot no shot de load balancer. D'un coup, pam, le trafic qui part de l'autre côté. Généralement, les effets de palier comme ça, c'est un peu dangereux. Les équipes CDN, les équipes réseau qui ont monté le tunnel, les équipes d'astreinte. Bref, j'en ai probablement oublié plein. Je vous ai pas parlé, mais on a killé tout un tas de briques legacy, des trucs qu'on n'avait pas envie de porter à Gravelines parce que ça marchait bien en 99, mais aujourd'hui, plus l'usage. Et le dernier point, qui est pas négligeable, c'est que la migration, elle a débuté vraiment de manière opérationnelle. On a commencé les nuits en décembre, on les a finis en septembre. Ça fait plus de 9 mois où on passe des nuits. Et ces nuits-là, ça veut dire que vous avez moins de gens en journée pour gérer votre BAU, puis vous devez gérer les nuits, et c'est quand même assez physique. C'est un petit peu, j'ai un parallèle rapide avec les gens qui font de la course à pied. Bon, déjà, c'est des tarés, faut pas faire ça. Moi, je préfère boire de la bière, c'est quand même vachement plus intéressant. Et en fait, il y a une différence entre les mecs qui vont courir une fois tous les dimanches. Bon, moi, c'est un dimanche par an, après Noël. Et les gars qui veulent faire un marathon. C'est juste pas le même entraînement. Et ben là, on avait un peu ça. Très rapidement, la migra, elle s'est découpée en 3 étapes. La première étape, c'est qu'on a dû établir ce scénario de migration qu'on vous présente. Et pour faire ça, le jour où on nous a dit vous migrez P19, on n'avait pas toutes ces idées-là. Ça ne nous est pas venu comme ça. J'en aurais bien aimé, mais c'était un peu plus difficile. On a commencé par réunir les gens de l'équipe et puis à établir des choses. Ouais, on pourrait faire ça, mais il nous faut des gens de DB parce qu'on va avoir besoin de. Il nous faut des gens de stockage. Ouais, mais là, il nous faudrait du réseau. Il faut voir avec eux si on peut. Et on a réuni comme ça petit à petit les différentes équipes pour essayer de challenger toutes les choses possibles, tout ce qui était possible de faire. Et on a réussi à établir ce premier scénario. On l'a validé en juillet 2018. On l'a implémenté à partir de là jusqu'en décembre. Et ce qui est important, c'est qu'on l'a implémenté. Donc, on a fait nos changements dans le système d'information, on a mis les proxys SQL, mais on l'a testé. On a une infrastructure de pré-production. Et donc, on a testé nos nuits. On a pris ce qu'on a appelé le change management, donc là, tout ce qu'on devait faire, et puis on l'a fait en journée. La première fois, ça a été une cata. On n'a pas réussi à migrer au bout de 8 heures, c'était horrible. Par contre, on avait un gars qui n'est pas du tout tech, qui était notre programme manager, qu'on a appelé notre scribe. À chaque fois qu'il y avait un truc qui merdait, genre un retour d'erreur, des trucs, on a fixé des choses en live. Il y avait plein de trucs qu'on s'est dit on fixera plus tard, puis on lui a dit, puis il a tout noté. Puis le lendemain, il est revenu, puis t'as noté ça, tu le fais quand? T'as noté ça, tu le fais quand? Et on a fait d'autres répétitions quand on avait tout fixé. En fait, c'est juste de l'amélioration continue, de manière très pragmatique. Qu'est-ce qui a pété? Comment on le fixe? Sauf qu'on a fait ça à toutes les répètes. À un moment, on était à un niveau assez stable. On a fait une première nuit de migration. On a mis 12 heures pour faire un filer. On a amélioré. Et on a itéré comme ça jusqu'à la fin de la migration. On faisait 11 filers en 1h30, ce qui est quand même pas négligeable parce qu'en plus, il y avait un peu plus de clients. Pour faire ça, il fallait être ultra carré. Et on est des devs et des sysadmins, être ultra carré, c'est pas toujours notre truc. Parfois, on part dans tous les sens. Et donc, on a utilisé ce qu'on appelle un change management. On a même fait un outil pour ça parce qu'il a fallu l'industrialiser un peu. La règle qu'on s'était donnée, c'était de dire même quelqu'un qui n'est pas tech peut copier-coller les commandes et il peut faire la migration. Et donc, on s'est fait comme ça un truc de très carré. Le gars peut copier-coller les commandes, il a les résultats de sortie, il peut comparer, et si ça pète, il nous appelle. Bon, on n'a jamais fait ça, hein. On n'est pas fou non plus. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'on a, sur les premières migrations, on copiait-collait vraiment les commandes et ça marchait. Et très rapidement, on a pu industrialiser l'ensemble
et juste mettre des gens d'astreinte pour faire les nuits et en fait dormir un petit peu. Voilà, j'ai fait à peu près le tour. Je ne suis pas rentré dans les détails parce que 45 minutes, c'est trop court. On a commencé à écrire des articles de blog là-dessus et on en est qu'au tout début. En gros, pourquoi on migre et comment est-ce que ça fonctionne. Donc le tout début de cette presse. Mais on va continuer la série. N'hésitez pas à aller voir sur le blog d'OVH, qui n'est pas encore sur OVH Cloud. Il faut marteler qu'on a changé de nom. Et donc, vous pouvez aller voir les détails. La dernière fois que j'ai relu ces articles-là, j'en ai eu pour 1h20. J'ai hâte d'écrire les autres. Voilà, est-ce que vous avez des questions ? Moi, j'en ai une, pour commencer. Oui. Ça représente quel volume de données au total, ce qui a été migré, pour avoir une idée grossière Alors, j'ai cherché des chiffres, je n'ai pas pris celui-là. On avait environ 500 filers et ils sont en moyenne entre 5 et 10 Tera. Donc 7,5 multiplié par 500 et puis ça donne un ordre d'idée. On pensait que ce serait le plus compliqué au départ, hein, les données, on en avait beaucoup et en fait ça a passé tout seul. 30 jours c'est bien pour migrer plein de données. Ouais, merci pour la presse. Au niveau de la préparation, la préparation, il disait que en juillet, vous avez établi le scénario et après, vous avez commencé à faire tous les changements pour commencer en décembre. Ça a pris combien de temps, enfin combien de jours après pour développer tous les outils qui vont servir uniquement pour cette migration sur cet intervalle de temps? Alors en jour homme, c'est pas forcément facile à définir parce qu'on n'a pas fait le compte précis. On avait d'équipes? On avait au moins 4 équipes qui avaient une personne temps plein, juste pour faire les outils autour de ça, entre juillet et septembre. Et après, on a mis un coup de bourre, on a rajouté généralement 2 personnes par équipe entre fin septembre, donc octobre, et décembre. Donc ça fait sur nos équipes, ça a été un poids conséquent dans nos roadmaps. Très clairement, on n'a pas fait grand-chose d'autre parce qu'il fallait qu'on outille. Et il y a des changements. Les changements du système d'information, c'est assez dur à représenter, mais il fallait que ça continue de fonctionner à côté. Donc, on fait des changements qui pouvaient potentiellement tout péter et qui sont passés assez discrètement de la Sophia. Merci. Merci pour le talk déjà. Est-ce que ça veut dire que désormais, vous avez prévu d'avoir une espèce de cron sur des migrations de décès de ce type? Non. Alors, on pourrait le refaire. Maintenant, on sait que c'est possible. Il y a plusieurs choses qui rentrent en compte. La première, c'est qu'entre Paris et Gravelines, on a changé pas mal de choses sur l'architecture. Si demain, on doit ouvrir de nouveaux data centers, je tease un peu, ça va arriver, on va avoir la même architecture. On sera sur les mêmes outils, du Verac, ce genre de choses. Donc, ce sera beaucoup plus facile de passer de l'un à l'autre. On n'aura pas de problème de nommage, par exemple, puisqu'on a les mêmes choses. Donc, on aura moins de choses à casser de l'un à l'autre. Alors qu'à Paris, on avait des choses qui étaient de début 99, quoi. Hein, donc, qui ont évolué entre deux, hein, rassurez-vous. Par contre, c'était l'architecture de l'époque et il y avait des choses qui n'avaient pas évolué, qu'on avait fait évoluer à Gravelines. Donc, toutes ces briques-là qui font que ça a fonctionné de l'un à l'autre, il n'y aura pas à changer. Par contre, on a eu des gains. Typiquement, je le disais pas, mais dans le code source, il y a plein de gens, surtout les codes d'il y a très longtemps, qui mettaient le chemin absolu de leur code source pour faire de l'autoload en PHP. Et sur nos hébergements, en fait, chaque filer a un numéro et est monté dans /home. Le numéro. Ce qui fait que si on change de filer et de numéro, le gars, son code, il marche plus. À ça, on a fait des patchs au niveau des conteneurs pour que ça soit agnostique de ça redirige sur /home et on soit tranquille. Et ça, c'est des gains qui vont nous permettre demain de migrer beaucoup plus facilement, que ce soit d'un DC à l'autre, ce qui n'est pas prévu pour le moment, ou même unitairement des comptes. Et ça, pour le coup, c'est quelques avantages qu'on a pris. De manière opérationnelle aussi, les gars ont plus en pleine nuit 2 types de data centers à adresser et c'est quand même un gain parce que il fallait connaître les deux et les spécificités des deux. Une question tout au fond. Bonjour, merci pour cette présentation. En début de présentation, vous parliez de réutilisation du matériel, notamment des anciens serveurs dédiés qui vous servaient ensuite pour serveur web pour le Mutu. Du coup, quel est l'avenir de P19 ? Vous allez je suppose que ça va être vidé.
Est-ce que ça va être réutilisé pour autre chose, revendu, reloué? En gros, quel est l'après P19? On a 3 choses à Paris. Enfin, on avait 3 choses. Du web hosting, ça on n'a plus. Des emails qui sont en train de migrer aussi pour les mêmes problèmes. Et ça représentait 90% du data center. Dedans, on a aussi plein de machines pour notre interne. Plein de choses qui adressent tout le reste, en fait. Et donc, l'un des objectifs aujourd'hui de Paris, c'est d'avoir ce data center comme l'un des data centers où on peut faire de l'interne. Donc, il ne sera pas réouvert aux clients. Il a une taille limitée, hein, il est assez petit par rapport aux autres. Gravelines doit être 100 fois plus grand que Paris. Donc, c'est incontestable qu'on va plutôt mettre des clients à Paris. Par contre, on va le garder comme un des points sur de l'interne. Et pour les serveurs qui étaient à Paris étaient des serveurs qu'on a livrés en majorité avant 2016, qui étaient déjà des serveurs qui avaient eu une petite vie. Bon, c'est des machines à qui on a fait des gros adieux. Puis elles ne sont pas aimées, Spectre et Meltdown. Pas d'autres questions? Bah merci.